les guerres entre eux, quoi. Antoine Oberdorf. Mais en fait, si je voulais faire du Gramsci de bas étage, je vous dirais qu'en fait, en politique, la victoire culturelle, elle précède toujours la victoire dans les urnes. Et que ce n'est pas un hasard si, en fait, il y a ces deux TGV que l'on vient de décrire, qui sont lancés à pleine vitesse, avec une incarnation, un projet, une stratégie, et qui déroulent pendant que les autres sont en train, comme ça, de tortiller. Sur tous les sujets qui se présentent à nous, dernièrement, là, les violences qui ont émaillé le sacre du Paris Saint-Germain, la France Insoumise et le Rassemblement National ont des clés de lecture opposées par nature à proposer. Et qui se matérialisent en réalité par deux idées qui agissent en symétrique. D'un côté, la Nouvelle France, qui est la partition que va dérouler Jean-Luc Mélenchon et dont on aura peut-être l'occasion de reparler, qui est le pendant de la créolisation qu'il a longtemps professée. Et de l'autre, du côté du Rassemblement National, un pilier historique du Rassemblement National qui est au fond la préférence nationale et qui se synthétise dans les affects populaires par, en gros, se synthétise à grands traits, on est chez nous. On est chez nous ou on veut revenir chez nous. Et quand vous avez ces deux affects qui entrent en collision, effectivement, les autres se retrouvent un petit peu comme des phares, des lapins pris dans les phares. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de discours clair, un socialiste, un écologiste, un LR même. Vous ne savez pas ce que la marque, quand vous allez acheter cette marque, parce qu'à la fin c'est un geste électoral, vous ne savez pas ce que veut dire cette marque-là. Elle n'est pas créditée d'une valeur. Et c'est ça le problème auquel la plupart des formations politiques traditionnelles sont confrontées, avec une accélération de l'effondrement de ce qu'on a autrefois appelé au Front National l'UMPS, que d'aucuns surnomment le cercle de la raison, qu'à la France Insoumise on appelle l'extrême centre. Mettez l'appellation que vous voudrez, mais c'est la même chose. Il y a, après 10 ans de macronisme, effectivement un délitement accéléré de cet espace-là. Jérôme Sainte-Marie, vous n'aviez pas l'air tout à fait d'accord quand Antoine Oberdorf disait dans la victoire culturelle précède toujours la victoire dans les urnes. Oui, bon, ça c'est pas le sujet de l'émission, mais effectivement, je pense que si on vit en crise politique depuis maintenant près de 10 ans, c'est précisément parce que la victoire d'Emmanuel Macron n'a pas correspondu à une victoire culturelle. Parce que justement, comme sa victoire au second tour a été avant tout motivée, c'est les sondages qui le disent, par des arguments négatifs, notamment le soutien de la gauche à Emmanuel Macron au second tour, on l'a vu encore en 2024, eh bien, il y a justement cet écart entre quelqu'un qui est au pouvoir, qui est confirmé au pouvoir en 2022 et qui ne représente pas l'idéologie majoritaire. C'est ce hiatus que naît tous les troubles qu'on a connus depuis son élection. Par ailleurs, moi je vais remettre tout de suite en cause le postulat de l'émission. Non seulement en dynamique, je ne crois pas que ce second tour que vous annoncez soit inéluctable, mais même d'un point de vue purement arithmétique et statique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les sondages n'annoncent pas spécialement ce second tour et qu'entre ces deux forces, d'une certaine manière, je le déplore, j'aimerais que le RN soit encore plus puissant, mais entre ces deux forces, il y a bien 50% de l'électorat qui est ailleurs, et que par ailleurs, on sort quand même de deux quinquennats. Et enfin, dernière chose, je voudrais réagir avant que ce soit totalement oublié au visuel très intéressant de M. Darmanin. N'oublions jamais que quand les politiques expriment un diagnostic ou une analyse, ils le font souvent dans une visée politique. Si Darmanin annonce ce second tour, lui, comme bien d'autres, je pense à M. Wauquiez ou à des gens à gauche d'ailleurs aussi, eh bien, c'est pour justifier, préparer leur ralliement à Édouard Philippe ou Attal, leur ralliement au macronisme. Mais est-ce que vous pensez que c'était épouvantail-là? Un scénario cauchemar qui brandit, qui imprime l'imaginaire du lecteur et qui fait peur. Est-ce que vous pensez que cet épouvantail-là peut jouer le rôle d'aiguilleur, de rabatteur de voix pour un Édouard Philippe? Est-ce que c'est performatif ou est-ce qu'il pédale dans le vide et joue à se faire peur? Tu as Darmanin en disant ça. Permettez-moi une réponse que j'ai préparée pour je vais la sortir tout de suite. Donc, si on parle souvent des prophéties autoréalisatrices, c'est une affirmation qui sa négation. C'est en pleine dialectique, mais effectivement, c'est une prophétie autodestructrice qui permet d'annoncer à des événements qui ne se produisent
De la même manière, pour prendre un autre exemple, qu'on sait très bien en tant que sondeur que si les sondages avaient annoncé la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour avant le 21 2012, très probablement, elle ne se serait pas produite. De la même manière, les politiques annoncent ce second tour justement pour justifier leur alliement à un nouveau bloc central ou à un nouveau bloc élitaire. Alors juste une précision, c'est pas le postulat de l'émission, c'est que je dans le sommaire, j'ai posé un certain nombre de questions ouvertes et d'hypothèses, mais en revanche, c'était pour me semblait intéressant de poser en ouverture. Guénaël Gaud, comment est-ce que vous entendez ce début de débat? Moi, je pense que, en tout cas, c'est tout sauf effectivement inéluctable. C'est-à-dire, ce qui est inéluctable, c'est effectivement peut-être l'idée, ce que l'on se raconte de cette campagne. Mais pour les Français, qui vont être très intéressés par cette campagne, mais pour le moment, ça n'a pas vraiment démarré en réalité ce qu'on voit. Et il faut qu'on fasse aussi très attention parce que je pense que notamment, et c'est moi ce qui me surprend aussi dans cette campagne, alors j'ai fait pas mal de ces exercices-là, mais ils sont en train de prendre une importance dans la campagne qui m'interroge et me soucie, mais je parle des intentions de vote, justement parce que malgré tout, effectivement, elle place ces deux candidats en bonne posture, mais il faut bien avoir en tête que les intentions de vote, ce sont des outils vraiment très particuliers qui vont non pas en fait mesurer ce que les Français aujourd'hui voteraient ou que les Français demain voteraient, et le candidat l'ensemble des Français, ce sont des outils qui vont agréger en fait ce que les gens qui sont sûrs et certains d'aller voter demain et ont un choix à faire, iraient voter. Et donc je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ça parce qu'à 10 mois d'une élection, ce que veulent dire aujourd'hui les intentions de vote, se réduit à les gens qui sont les plus mobilisés, souvent les personnes les plus âgées aussi, parce que c'est ceux qui ont un attachement au vote qui fait que ils y vont de manière automatique sans se poser de questions, alors que c'est plus balancé chez les plus jeunes. Donc il y a ça en fait qu'il va falloir vraiment mesurer, parce que si on revient en 2022 par exemple, il y a plus de la moitié des électeurs qui s'étaient décidés quelques semaines auparavant, et même un électeur sur 5 quelques jours auparavant. Donc en mettant en fait, et même c'est ce qu'on voit pour cette espèce de grande primaire à ciel ouvert qui est le centre, en mettant le sondage d'intention de vote en juge de paix, on risque de commettre des choses qui ne sont pas graves ni à la campagne présidentielle ni aux Français. Alors, je reste avec vous un instant parce que Antonio Oberdorf disait tout à l'heure, je simplifie, mais il y a comme deux marques qui sont poussées par LFI et par le RN, la marque Nouvelle France et la marque On est chez nous. Alors vous dirigez l'Observatoire Société et Consommation, avec quel regard que vous posez sur cette lecture en termes de marque politique, est-ce que nous sommes pertinents? Je pense que justement, alors je pense que pour essayer de mieux comprendre et de mieux décrire ce qui était en train de se passer, mais je pense que justement là encore, c'est peut-être pas faire complètement, utiliser le vocabulaire du marketing pour la politique, ça peut nous aider à comprendre, mais dans le contexte actuel, c'est peut-être pas idéal et faire grâce non plus à ce que les Français attendent de cette campagne. On reviendra à la question de la radicalité, mais je pense que justement, ils attendent que l'on parle de sujets qui sont pour eux radicaux plutôt que justement des sujets d'étiquettes. Et on voit bien que là, on est plutôt sur ce qu'on appelle la course de petits chevaux, la question des étiquettes, la question des batailles de place. Et ça, c'est quelque chose qui n'intéresse pas du tout les Français, pas encore les Français. Il y a moins d'un tiers des Français. Beaucoup de Français ne vont pas. Effectivement, moi, ce qui me frappe beaucoup cette campagne, c'est qu'on est dans une campagne qui est saturée pour l'instant de sondages, d'anticipation, de prophéties. Faut faire attention. Alors parce que les sondeurs eux-mêmes disent qu'une élection faite par les sondages est une élection dangereuse. Et on parle déjà à un an de l'élection présidentielle de vote utile, de vote stratège, de vote par défaut. Faut faire attention, aujourd'hui il y a un niveau de défiance absolument phénoménal pour la politique, et donc commencer une campagne comme ça en étant intéressé que par des petits calculs, des parts de marché, moi je suis aussi très très frappé de voir à quel point il y a une segmentation électorale, c'est-à-dire que globalement les forces politiques s'adressent à des petites parts de marché. C'est pas forcément à la hauteur. D'ailleurs c'est aussi pour ça que l'électorat politisé s'intéresse à ces deux marques politiques, parce que au moins elles sont identifiées. Darmanin il a dit aussi dans la même interview quelque chose, moi que je partage
montage, c'est de dire qu'au fond, entre Marine Le Pen, Bardella et Mélenchon, il n'y a aucune idée. C'est-à-dire qu'on a l'impression, en fait, qu'il n'y a pas d'idées qui sont produites. Concrètement, la semaine dernière, on a eu la déclaration de candidature d'Attal, des velléités de candidature de Glucksmann, des interviews d'Edouard Philippe. J'ai rien entendu de saillant, de substantiel. On a l'impression, en fait, que... et c'est ça aussi qui installe peut-être ce duel. Et du coup, il y a toute une partie des Français qui, effectivement, sont en attente d'alternatives, de discours, d'enjeux. Et de ce point de vue-là, on a quand même un début de campagne qui est assez pauvre, en fait. Et le risque, c'est qu'en fait, on a une campagne qui ne porte que sur, finalement, des jeux politiciens, des jeux d'anticipation, des rejets. Bon, voilà, c'est pas très enthousiasmant, alors même qu'on a une campagne où le président sortant ne se représente pas, et donc normalement, ça devrait ouvrir des alternatives, des possibles, un renouvellement de l'offre politique. Justement, j'en arrive au fond, et arrivons sur cette question centrale de l'émission, la question de la radicalité. Alors, moi j'ai parlé de projet de rupture, d'autres vont parler de force politique radicale, certains parlent de deux extrêmes. Comment est-ce que vous voyez cette bataille de vocabulaire à Navalny? Alors déjà, je pense qu'il faut qu'on distingue deux éléments. La radicalité de l'extrémisme, qui sont souvent associés dans cette espèce de gloubi-bouga de mots à un même danger. Je pense que l'extrémisme, c'est une volonté de renverser le système tel qu'il existe, lorsque la radicalité, vous me reprendrez peut-être, mais c'est cette idée effectivement de vouloir répondre au problème à la racine de la façon la plus étendue possible, plutôt que de mettre un pansement sur la plaie qui est en pleine hémorragie. Maintenant, je pense qu'il y a aussi une notion, autant quand on parle de radicalité que quand on parle d'extrémisme, en fait la tendance politique joue beaucoup. Et moi j'ai du mal avec cette idée de mettre dos à dos la radicalité de droite et la radicalité de gauche, l'extrémisme de droite et l'extrémisme de gauche. On peut débattre sans fin de la valeur morale de chacun de ces paradigmes, mais en réalité ils sont tous construits sur des idéaux de société, des projets de société qui sont très différents, répondent à des émotions qui sont très différentes, et en réalité, moi je perçois un danger dans le fait de mettre dos à dos ces deux radicalités-là, et c'est la même chose avec l'extrémisme. Moi je trouve ça toujours assez fascinant, la façon dont en 2 ans on s'est tous mis d'accord globalement pour dire que les filles et l'extrême gauche. Je trouve ça assez fascinant. Alors que, voilà, le fondement de l'extrême gauche, c'est quand même l'idée révolutionnaire. Et le rejet des élections. Exactement. Et le LFI joue le jeu électoraliste, mais à son paroxysme, LFI en réalité est social-démocrate. Et je trouve ça assez dingue qu'on ait totalement vidé le mot de sa substance, lorsque, en réalité, quand vous fréquentez ou vous discutez avec des personnalités qui ont une affinité d'extrême gauche, pour eux, LFI fait partie de la gauche molle. C'est ça, en fait, qui est en train de s'opérer. Poutou lui-même alors la gauche non molle, c'est quoi? Pardon? La gauche non molle, c'est quoi? C'est le nouveau parti anticapitaliste et révolution permanente, c'est ça? Alors je représente rien. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand vous avez les personnes qui se revendiquent elles-mêmes comme étant l'extrême gauche, qui sont cette extrême gauche historique et qui l'ont bâtie, qui vous disent que, Poutou, la dernière fois, sur le plateau de l'Humanité, disait que le principe de Nouvelle France de Jean-Luc Mélenchon était nationaliste. Enfin, je veux dire, ils sont dans un rejet total de cette lecture-là, quoi. Jérôme Saint-Marie. Je suis à moitié d'accord avec vous d'ailleurs. Vous reprenez en fait la rhétorique de Clémentine Autain dans Regard, vous voyez, des lectures très éclectiques, et vous avez tout à fait raison. Effectivement, c'est les mouvements marxistes-léninistes qu'on peut qualifier comme étant réellement d'extrême gauche. Et qu'en fait, la France insoumise a des projets que je regrette absolument, mais qui ne sont pas en réalité révolutionnaires. D'ailleurs, sa base étant une base petite bourgeoise, c'est assez normal. Mais de la même manière, votre raisonnement sur, pour dire on peut retrancher ce terme d'extrême gauche à la France insoumise, mais vous accorde le point, ça me paraît tout à fait logique, ce que vous dites, est totalement valable pour le Rassemblement national qui a respecté depuis 1972, depuis la fondation du Front National, toujours les élections, qui a toujours refusé, alors qu'on les a tous perdus, hein. Vous voyez, on a quand même toujours respecté ce résultat, et nous respectons absolument, nous refusons la violence politique, respectons totalement... Les critères pour définir l'extrême droite ne sont pas les mêmes que pour définir les... Ah bah oui, dans ce cas-là, si ça change... Alors,
là, c'est la fête, à ce moment-là. Mais c'est pas ça, c'est pas équivalent. Le terme extrême, donc là, par exemple, la préférence nationale, ça décrit une tradition politique dans laquelle s'inscrit le Rassemblement national et qui est d'extrême droite. C'est pas les mêmes critères, je suis désolé. Vous voulez profiter de ce rejet de l'université française. Non, il y a une tradition d'extrême droite, c'est-à-dire concrètement, et elle n'a pas les mêmes identifiants que la tradition d'extrême gauche. L'extrême droite, concrètement, Jean-Marie Le Pen, il a été député de Poujade en 1956, donc l'extrême droite a pu jouer le jeu électoral depuis longtemps. Elle n'en demeure pas moins un parti de tradition, avec une tradition qui est contraire. La préférence nationale, c'est quelque chose qui est totalement soit il y a des critères qui sont stricts, le respect notamment le projet politique, qui effectivement peut être révolutionnaire ou autre, ou bien le respect des formes, et le respect de la loi, etc. Et ça, c'est objectif, on peut discuter. Si ça devient subjectif, c'est pas subjectif, alors que la préférence nationale, c'est en réalité un point de vue qui est partagé par tout le monde en réalité. C'est même la base de la nation et la base de la fonction partagée par Ladies, why is nobody talking about this side anymore? You okay? Still going up. Keep it together. Come on. Wait for a bucket. Yeah, you got to see the highlight reel that you captured.